Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Nathalie Nast, je suis neurologue vasculaire. C'est une spécialité de la neurologie qui s'occupe des accidents vasculaires cérébraux. Et je vais vous parler avec Benoît Berthelier, qui est agrégé de philosophie, de éthique médicale appliquée, d'éthique appliquée en santé et d'humanité médicale. Et d'abord, on va essayer de répondre à la question qui est l'intitulé du cours. Pourquoi enseigner l'éthique en santé? Est-ce que cet enseignement-là n'est pas déjà implicite, n'est pas déjà contenu dans toutes les études médicales? Quel besoin avons-nous de le nommer, de l'enseigner, de le formaliser? Là, on s'arrête un instant et on se dit, si cet enseignement était implicite et suffisant, on n'aurait peut-être pas eu les médecins nazis, il n'y aurait peut-être pas eu besoin du code de Nuremberg pour la recherche clinique. Et là, on se dit quand même qu'il faut le rendre explicite, cet enseignement, et si possible, le formaliser. Alors, on va essayer de tenter une définition de l'éthique, enfin, d'en prendre qui soit opérationnelle pour nous autres, praticiens en santé. On va prendre par exemple la définition d'Emmanuel Kant qui décrit l'éthique comme le battement, le degré de battement, la latitude entre une norme et son applicabilité à une situation particulière. Et Ricoeur qui différencie l'aval de la norme, cette latitude qui nous est donnée pour l'appliquer à une situation donnée, ce degré de liberté que nous avons, que nous soyons médecins ou soignants, pour évaluer, juger, faire, décider. Et donc l'aval de la norme, pour Ricoeur, ce que nous faisons, et puis l'amont de la norme qui sert à édicter les lois. Bon, une fois que nous en sommes là, on se dit comment l'enseigner? Parce que ce qui est enseigné le plus souvent, en l'état actuel, on est en 2022, début 2022, eh bien, ce qui est enseigné le plus souvent, c'est les aspects relationnels de l'éthique du soin, de l'éthique médicale. Comment on fait une annonce diagnostique, comment on se comporte avec son patient, comment on maîtrise le langage, y compris non verbal. Tout cela, c'est essentiel, c'est bien, c'est majeur. Mais cela ne peut pas suffire à définir l'éthique médicale et ou l'éthique du soin. Parce qu'un médecin, d'abord, se décide. Certes, c'est une décision partagée, mais les aspects décisionnels sont intrinsèques, sont inhérents à la fonction médicale. De la même manière, un soignant, il a une latitude décisionnelle qui est la sienne pour l'exécution des tâches, pour la réalisation des soins. Chacun des acteurs du système de soins a une latitude décisionnelle par rapport à comment faire, et quoi faire, et à quel moment, et dans quel ordre. Et dans ce degré de liberté, dans cette latitude, dans ce battement, va s'exercer notre liberté de juger, d'évaluer, de faire. Ça, c'est important. Et c'est cela que nous proposons d'enseigner de manière la plus large, de la manière la plus large possible aux médecins, jeunes et moins jeunes. Déjà, l'intégrer dans le tronc commun des études médicales, ce serait une excellente chose à partir du moment où les étudiants tâtent du terrain de stage, par exemple à l'hôpital, d'avoir des ateliers où en petits groupes, ils peuvent travailler, élaborer des situations cliniques issues du réel ou bien fictives, plus souvent issues du réel, qui ont posé problème sur le plan éthique, et de décrire leur cheminement pour y répondre, et puis après être challengés par leurs autres petits camarades, et se lancera à tous et toutes une discussion qui devra suivre les règles de l'éthique de la discussion selon Jürgen Habermas, c'est-à-dire que l'essentiel ne sera pas d'avoir raison, mais d'essayer de trouver à tous la meilleure solution. Et pour cela, leur apprendre dès le départ à tenir compte de leurs biais, de nos propres biais, parce que nous en avons tous qui peuvent conduire à s'identifier à un patient qui nous semble qu'à notre âge, être dans un acharnement thérapeutique déraisonnable parce qu'on s'identifie à ce patient, ou à l'inverse, d'avoir tendance à lever le pied un peu trop vite parce que on a les préjugés qui sont aussi le résultat de la sédimentation des préjugés qu'il y a dans les contextes, les sociétés où nous vivons.
par rapport à des situations diverses. Il y a encore malheureusement des préjugés vis-à-vis des problèmes de santé mentale, des addictions, etc. Donc, on ne pourra pas se défaire totalement de nos biais, ne pourra pas se faire totalement de nos biais, mais au moins les identifier, les mettre à distance, les neutraliser de manière à décider de la manière la plus sereine et avec le moins de biais possible. Pour y arriver, il faut avoir acquis en amont de tout cela, parce qu'on ne peut pas tout enseigner pendant les stages du deuxième cycle, il faudra avoir acquis en amont, pendant les premières années de médecine par exemple, ou encore plus en amont, les outils d'analyse critique qui permettent très vite de contextualiser une situation et de voir quelle serait la meilleure manière de faire en situation. Et pour l'acquisition de ces outils d'analyse critique, c'est Benoît Berthelier qui va vous en parler. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît Berthelier, agrégé de philosophie, doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chargé de mission à la chaire de philosophie à l'hôpital de Sainte-Anne. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous ce que devraient être ou ne pas être les objectifs d'un enseignement d'humanité en santé. Après les précisions données par Nathalie Nasr sur la nécessité d'enseigner l'éthique médicale comme compétence clinique, je dirais quelques mots sur la nécessité d'enseigner ce que nous appelons les humanités en santé. Et je voudrais tout d'abord justifier le choix de cette expression, humanité en santé, qui donne son titre au MOOC. Des humanités médicales aux humanités en santé, il n'y a pas tant une différence de fond ou de nature qu'une différence de nuance et d'accent. Parler d'humanité en santé, c'est premièrement insister sur la nécessité d'intégrer les humanités à un plus ou moins large degré dans toutes les études de santé et pas seulement dans les études de médecine. L'enseignement des humanités en santé est bien sûr primordial pour la formation des futurs médecins, mais ne concerne pas que. Cela concerne aussi les infirmiers et infirmières, les psychologues, les professions médico-sociales et tant d'autres, c'est-à-dire tous les professionnels du soin. Deuxièmement, parler d'humanité en santé permet aussi de mettre l'accent sur une démarche résolument interdisciplinaire, sans faire de la médecine le centre de gravité organisant l'association de disciplines étrangères, souvent jugées périphériques ou secondaires. Troisièmement, cela permet de donner une connotation nouvelle et plus inclusive à l'objet étudié, en s'intéressant non pas seulement à la maladie et à la clinique, mais aussi plus généralement à l'ensemble des dimensions de la vie et de la santé humaine. Quatrièmement, c'est aussi une manière de s'inscrire dans l'héritage des Health Humanities et si l'on entend par là, bien sûr, une manière d'englober aussi bien les savoirs critiques des sciences humaines et sociales que les contributions artistiques, techniques, architecturales, etc., les plus diverses. Sur le courant des Health Humanities, je renvoie à la vidéo d'Alan Blakely. Ce que nous retenons des Health Humanities, c'est surtout leur exigence pleinement démocratique d'ouverture au public, c'est-à-dire leur volonté de ne pas se limiter aux seuls cercles médicaux, académiques et universitaires. Il faut en effet pouvoir tenir ces deux aspects ensemble, la recherche et l'expérimentation sur le terrain, la critique théorique et l'opérationnalité pour la pratique. En effet, les humanités en santé peuvent être une matrice pour la réflexion politique et sociale dans son ensemble et pour la prise en charge de toutes nos vulnérabilités. En quoi doit alors consister l'enseignement des humanités en santé ? En un enseignement unifié, pertinent et problématisé, mobilisant les savoirs et les méthodes des sciences humaines et sociales pour aborder certaines questions qui traversent le champ de la santé. De telles humanités sont aujourd'hui loin d'être absentes dans les études de santé, et il faut s'en réjouir. Mais si elles n'en sont pas absentes, elles y sont présentes de bien diverses manières, autant en France que dans le monde. C'est pourquoi il n'est pas inutile de clarifier ce qu'on peut et doit attendre d'une formation aux humanités en santé. Celle-ci devrait d'abord fournir des ressources critiques, des outils conceptuels et théoriques, des connaissances qui permettent de contextualiser le soin et d'approcher certaines de ces dimensions qui ne sont pas strictement biomédicales. La dimension intersubjective du soin, sa dimension institutionnelle et sa dimension politique. Nous avons donc besoin des humanités en santé pour répondre à des questions soulevées dans et par la clinique, mais devant lesquelles les savoirs biomédicaux en tant que tels sont insuffisants. Je pense notamment aux questions éthiques, mais pas seulement. Les humanités en santé ne sont donc pas accessoires. Il ne s'agit pas d'un agréable contrepoint aux études de sciences biomédicales, d'une sorte de bouffée d'air frais, dépaysant et reposant pour les étudiants, éreintés par l'aridité présumée des sciences dures,
mais il s'agit justement de dépasser ce clivage entre sciences dures et molles, sciences et lettres, médecine et humanité, et pas de le reproduire. Les humanités en santé ne relèvent pas non plus d'un programme de développement personnel ou de perfectionnement moral. Il s'agit de fournir aux étudiants en santé une formation critique aux humanités plus qu'une formation humaniste. Les humanités en santé ne visent pas à former le caractère, mais à transmettre des savoirs et à éveiller des questionnements. Cela suppose d'éviter à tout prix que le renseignement se transforme en un bachotage dépourvu de sens et décrédibilisant pour les sciences humaines et sociales elles-mêmes. Les humanités en santé doivent donc permettre d'acquérir aussi bien des connaissances précises que des compétences, notamment des compétences d'analyse, de réflexion, de synthèse, de communication et d'expression, d'argumentation, etc. Ce sont ces compétences et ces connaissances qui peuvent et doivent être réinvesties dans la décision éthique en contexte comme ressources délibératives, argumentatives et critiques. Il s'agit par exemple pour l'étudiant de pouvoir être capable d'explorer et de discuter les dimensions psychologiques, économiques, sociales, juridiques, philosophiques, éthiques et bien sûr cliniques d'un même cas ou d'un même problème. Il s'agit pour le futur soignant de pouvoir raisonner sur ce cas de diverses manières, de pouvoir en discuter dans toutes ses dimensions avec ses collègues ou avec ses patients. L'éthique médicale, en effet, n'est ni un savoir-être inné, ni un principisme abstrait, anonyme et standardisé. C'est une pratique qui gagne à se nourrir des humanités. Cela ne veut absolument pas dire que les humanités en santé sont d'emblée éthiques ou que l'éthique est seulement affaire d'humanité. C'est plutôt que les enseignements de l'éthique et des humanités méritent d'être articulés d'une façon non dogmatique. En pratique, et pour ce qui concerne les études de médecine en particulier, il peut être ainsi utile de consolider la formation aux humanités en santé dans le premier cycle des études. De ce point de vue, la continuité entre l'enseignement secondaire et les études de santé pourrait aussi être favorisée. Au lycée aussi, il y a peut-être une place pour les humanités en santé et leur interdisciplinarité spécifique. Le second cycle des études médicales mettrait plutôt l'accent sur les compétences éthiques proprement dites, mieux travaillées pendant l'externat à l'occasion des stages hospitaliers. Pour conclure, soulignons qu'il faut savoir rester modeste. Les humanités en santé ne sont pas une panacée et en particulier, il ne s'agit pas d'aborder tous les problèmes de nos systèmes de santé et toutes les questions suscitées par la médecine aujourd'hui par le seul prisme des humanités et de l'éthique. Ce serait une erreur. Mais ce serait peut-être une erreur bien plus grande de se priver de tout ce que les humanités en santé ont à nous apprendre. Merci.